Voilà, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première rencontre 2025 de Philo au bain. On commence l'année en beauté avec Gaël Brulé qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour Gaël. Bonjour. Donc avec toi, on va parler aujourd'hui des questions de bonheur en lien avec les questions environnementales. Juste avant qu'on commence, deux petites précisions. La première, n'hésitez pas à n'importe quel moment, vous voulez intervenir, vous voulez poser des questions, crier n'importe quoi, levez la main, on vous passe un micro. Comme ça, l'idée c'est vraiment que la parole puisse tourner et puis qu'on puisse intervenir au fur et à mesure de la conversation. Voilà. Puis la deuxième chose, j'ai dit deux choses, je ne suis pas sûr qu'il y avait une deuxième. J'attendais. Mais peut-être qu'elle viendra plus tard. Okay. Bref, Gaël, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter ? Ok, alors ça c'est la partie que j'aime jamais trop faire, la présentation de soi. Alors en effet, donc bonheur, environnement, c'est deux sujets en fait sur lesquels j'ai eu un peu la chance de travailler. À la base, moi je suis ingénieur en environnement, donc j'ai travaillé sur des plans de ville, des bâtiments, essayer de voir comment on pouvait rendre des villes notamment plus durables. J'ai fait ça dans des universités, j'ai fait ça dans des structures privées. Et notamment malheureux dans mon milieu professionnel. Et comme c'était pas trop ma nature, je me suis dit ok, comment je vais comprendre pourquoi je suis pas heureux en tout cas au travail. J'ai vite compris que j'étais pas le seul à être malheureux au travail. Et donc j'ai gardé le côté ingénieur, essayer de résoudre cette question de prendre le bonheur comme un autre problème. Je me suis dit je vais essayer de comprendre ça et je me suis lancé sur une thèse sur le bonheur en sociologie pour essayer de comprendre les déterminants du bonheur. Donc vraiment répondre à quels sont les facteurs qui font que les gens se disent heureux. Donc voilà, un volet environnement, un volet bonheur. Et alors là, depuis peu, j'essaie de les fusionner dans mon poste actuel, donc là, j'enseigne à la Haute École de Santé à Genève, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à la fois à Champel et au Caroubier, à Carouge, et pour essayer d'amener des éléments d'environnement dans une école de santé, aussi amener des éléments sociaux, puisque finalement, le bonheur, c'est un peu l'extension de la santé. L'extension ultime peut-être, mais de la santé. En 2 minutes, je peux développer, mais voilà en gros cette je pense qu'on aura l'occasion de développer par la suite. Tu as très bien mentionné ces deux volets, d'un côté le volet santé, d'un autre côté le volet environnemental. Donc qu'est-ce qui t'a poussé finalement à lier deux ? Parce qu'on va parler aujourd'hui du coût de ton livre, le coût environnemental du bonheur, que tu as récemment publié, c'était l'année dernière. Avril 2024, ouais. Voilà, exactement. Merci. Pourquoi finalement, c'est ces deux sujets dont on parle beaucoup, mais on en parle rarement ensemble. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà été, ou si toi, tu as été sur deux sujets, mais il y a un moment, forcément, tu te dis comment je vais pouvoir connecter les deux. Et il y avait ce sujet de l'environnement, ce sujet du bonheur. Et j'ai travaillé dessus pendant des années. Je ne voyais vraiment pas comment les mettre ensemble. Puis un jour, je travaillais sur une base de données, et puis j'ai essayé de commencer à regarder les niveaux de bonheur dans les pays. Ça, c'est ce que je faisais depuis 15 ans. Et j'ai pris aussi les empreintes environnementales des différents pays, et j'ai commencé à faire des analyses. Et comme il y avait des résultats assez marquants qui sortaient, je me suis dit, ok, là je tiens quelque chose. Mais c'était pas du tout Le livre est devenu une évidence à partir du moment où j'ai eu l'idée. Mais ça a pris des années, en fait, avant de voir comment tout ça allait se connecter. Ok, donc justement, en parlant de connexion, on va directement sauter au début de ton livre. Au début de ton livre, tu dis « Comment le bonheur pourrait-il être autre chose que politique, tant sa quête paraît légitime ?» Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, comme j'essaie de faire un peu un contre-pied de la façon dont le bonheur était présenté actuellement. Comme on le présente seulement comme un sujet individuel, le résultat de choix, le résultat d'actions purement individuelles, j'ai essayé de me dire, mais en fait, c'est exactement l'inverse. Et comme c'est évident, c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que vous cherchez dans la vie, tu le disais juste avant avec tes élèves en philo, tout le monde trouvera ça absolument normal qu'on dise, finalement, moi j'ai envie d'être heureux dans ma vie. C'est absolument normal.
Et donc, il y a un côté tellement évident, plus il y a quelque chose d'évident, moins finalement on le questionne. Et en général, plus il y a, justement, il peut se jouer des choses très fortes parce qu'elles ne sont pas du tout explicitées. C'est ça que j'entendais par là. Ce double aspect, c'est légitime, c'est presque normal, voire en 2024, c'est presque forcé d'être heureux. Parce que maintenant, si vous n'êtes pas heureux, on est presque un peu jugé, en fait, finalement, par rapport à ça. Donc voilà, j'essaie d'aller... Le but, notamment de la sociologie, c'est d'essayer d'aller derrière les évidences et donc là, dans ce cas, de redonner un caractère politique au bonheur. Ce que j'essaie pour le coup de faire depuis des années. Mais ça veut dire quoi concrètement, donner un caractère politique au bonheur ? C'est déjà de réaliser que vous n'êtes pas seul responsable de votre bonheur. Il y a beaucoup de décisions collectives qui influencent la façon dont chacun de vous, toi, tu vas pouvoir atteindre ton bonheur. Donc, la tendance justement à dire, finalement, vous êtes responsable de votre bonheur et si vous échouez, vous êtes un loser, c'est vraiment justement, c'est une tendance de l'époque, je pense qu'il faut fortement questionner. Il y a beaucoup plus de choses qui influencent notre bonheur collectivement que la capacité que vous avez à la fin à agir dessus. Donc, je pense... vous voulez je voyais des mains, donc... Alors, on va vous passer le micro après. Mais voilà, on peut penser... je vais juste prendre les inégalités. C'est très dur. C'est très dur, par exemple, de se dire chacun va être heureux dans une société qui serait où il y aurait beaucoup d'inégalités. Donc en fait, le terreau pour être heureux, il est quand même social, il est politique. Après, ce qu'on fait avec ça et notre capacité à être heureux, elle dépend de nous. Et bien sûr, c'est pas purement un résultat collectif, mais c'est ça en tout cas que je voulais dire. Voilà, je vous laisse parler assez près du... Non, mais comme ça, on vous entend aussi dans l'enregistrement. Oui, voilà, oui. Merci. Est-ce que vous pourriez donner une définition du bonheur ? Alors, le bonheur, en tout cas la façon dont il est défini dans le livre, c'est globalement la capacité, l'appréciation subjective de sa propre vie. Ça, c'est la définition la plus utilisée scientifiquement sur le bonheur. Sauf que ce que j'ai été faire dans ce livre, c'est notamment questionner cette définition qui est majoritaire pour voir qu'il y en a d'autres et qu'elle ne porte pas les mêmes graines de coût environnemental en elle. Donc je pense qu'on va revenir là-dessus, c'est pour ça que je dis pas... Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs définitions et c'est justement dans ce livre d'aller voir ce que ça fait de suivre ces différentes définitions en termes d'empreinte environnementale. Mais vous faites bien de le relever. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus et c'est vrai que le bonheur, c'est un mot complètement polysémique parce qu'on l'utilise tous les jours et pourtant on a autant de définitions que de personnes quasiment. Mais on va y revenir. Vous pouvez juste le poser. On va donner à madame le micro qui souhaite réagir. Comme vous avez dit qu'on pouvait crier n'importe quoi, mais que je ne la voyais pas crier n'importe quoi. Du coup, je vais poser une question. Non, je voulais juste faire un petit point, parce qu'avant que vous continuiez, je suis navrée, je vous arrête. Vous dites, vous parlez donc de cette injonction au bonheur, etc., qui, et j'imagine, qu'on va parler de l'avènement du capitalisme, des loisirs, etc. Mais il y a quelque chose que vous avez dit qui est vraiment on point pour moi. Qu'est-ce que vous opposez ? Alors, vous nous foirez un petit peu le monde parce que c'est vrai que quand on dit aux personnes si vous êtes responsable de votre bonheur, vous n'avez pas la bonne mentalité, etc., c'est vrai qu'on a moins de mouvements sociaux, on ne joint pas un union, un syndicat quand on vous répète depuis le plus jeune âge que vous êtes responsable à titre individuel de votre bonheur, on est d'accord. Donc, ma question, c'est une question que j'ai depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on peut opposer à la pensée positive de Seligman qui justement implique cette injonction de c'est parce que vous ne pensez pas, que tout à fait applicable dans le monde occidental, un petit peu moins quand on est une femme au Bangladesh, on est d'accord, mais bon, ceux-là, on ne les voit pas malheureusement. Et puis, est-ce que vous pensez que le bonheur peut être individuel plutôt que collectif, en sachant aussi que on peut être heureux que grâce à sa communauté et à son entourage. Okay. Et c'est une question que j'ai depuis des années. Qu'est-ce qu'on oppose à Seligman, en fait ?
Alors, poser tout le monde, je ne sais pas si tout le monde connaît Martin Seligman, hein, c'est un des papes de la psychologie positive. Je ne sais pas s'il faut s'opposer à Martin Seligman, mais il faut questionner en tout cas la psychologie positive, qui a fait, pour pas trouver un épouvantail sur lequel taper bêtement, qui a fait aussi sa propre critique et qui n'est plus seulement à dire tu es proprement. Même les chantres de la psychologie positive ont dit bon, maintenant il y a quand même des choses qui dépendent du collectif. Ce qui est plus pernicieux, je trouve, c'est la façon dont la psychologie positive, c'est en tout cas cette pensée de la responsabilité individuelle, la percoler dans les entreprises, dans les sociétés. C'est plus en fait la façon dont elle a été utilisée que réellement Martin Seligman ou des collègues qui comprennent quand même qu'il y a des choses qui se jouent ailleurs. Donc ça, simplement, très bêtement, si on veut répondre par contre quelque chose à cette idée que tout est individuel, en faisant des analyses de variance, pour ceux qui connaissent un petit peu la statistique, on voit qu'une grande partie de ce qui varie dans le degré de bonheur déclaré, en fait, il est le résultat de produits collectifs et pas seulement la qualité des sociétés, je parlais des inégalités, l'environnement de plus en plus, puisque on va la façon dont l'environnement influence notre bonheur va de plus en plus compter. Donc je pense très facilement et très statistiquement, on arrive très bien à démontrer que le bonheur, il y a une grande partie qui est collectif. Et je pense je m'excuse, j'aurais dû écrire parce qu'il y avait une deuxième partie dans votre question. Il y avait qu'est-ce qu'on oppose à Seligman, et je pense qu'il y avait une autre partie dans votre question. Visiblement pas, parce que vous avez l'air en tout cas. Ah non, mais je pense que vous allez en parler en fait. C'était où l'avènement des loisirs. L'avènement des loisirs, mais on va revenir. Okay. On va en effet. Ouais. Tu peux passer le micro, monsieur ici. Bonjour. Je reviens un petit peu dans le sens de madame. J'ai toujours pas de définition du bonheur. Et je pense que je vois pas de quoi on parle. Parce que si c'est polysémique, comme vous dites, il faudrait peut-être mieux situer de quoi on parle. Okay. Est-ce qu'on parle d'un sentiment de bien-être? Est-ce qu'on parle de la société? Est-ce qu'on parle... Je ne pense pas qu'on est en train de parler du bonheur. Là, on parle d'autre chose. Ok. Alors... Une dernière chose... pourquoi est-ce que le bonheur devrait nécessairement être défini par la science? Et vous parliez de la science pour dire le bonheur, la science, une évaluation, la science, la sociologie. Je n'ai toujours pas compris de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de sociologie, d'organisation de la société, de bien-être, de sentiments, de perception? Je n'ai toujours pas compris de quoi on parle. En tout cas, le bonheur, ça ne m'apparaît pas clairement. Voilà. Alors je pense que je vous laisse répondre, mais je pense aussi, voilà, c'est des questions qui sont légitimes, mais au fil du déroulé aussi de la discussion, je pense que ça va se clarifier quand on abordera peut-être plus spécifiquement le livre, mais je te laisse répondre. Oui, je viens du coup de me rappeler aussi de la deuxième partie de la question. C'est si la partie, s'il y a beaucoup de déterminants collectifs du bonheur, ils se mesurent, parce que là on va arriver sur la mesure, au niveau individuel. Voilà, ça c'était par rapport à ça. Alors, en fait, on va pas parler du bonheur, on va parler des bonheurs, parce que ça, c'est central dans le livre. Je me suis appuyé sur 4 façons différentes de concevoir le bonheur et de le mesurer. Alors là, je suis obligé d'aller tout de suite sur le côté pourquoi il faut le mesurer, parce que ça a été longtemps un objet de réflexion philosophique. Et on a besoin de ces arcanes philosophiques pour réfléchir à ça, mais que d'aller sur la mesure, ça permettait de voir finalement est-ce que les intuitions qu'on avait étaient vraiment les bonnes, est-ce que les intuitions philosophiques, mais aussi les suppositions économiques qu'on avait aussi, parce qu'on va parler de sociologie, mais on va aussi parler d'économie. Par exemple, les sciences du bonheur ont vraiment émergé à partir de le lendemain de la guerre, mais elles sont devenues fortement influentes à partir de 74, où il y a eu ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin, qui montrait que
la croissance économique ne se traduisait pas par une croissance du bonheur. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je comprends votre voilà, mais je comprends votre impatience, mais on va y arriver. Je pense qu'il a dit qu'il y avait 4 définitions. On va. Donc, il y a un terme dans la phrase que je ne comprends pas. C'est-à-dire, on mesure quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de mesurer. Si on mesure une table, ben, on mesure une table. Voilà, je sais ce que c'est une table. Nous sommes tous d'accord, une table, 1 kilomètre. Mais là, on mesure quelque chose et j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'on est en train de mesurer. Je comprends votre impatience, mais c'est pas une question d'impatience, c'est que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Non. Je pense qu'il a parlé. Je pense qu'il faut aussi peut-être le laisser parler. Il a parlé de ces quatre mesures différentes. Je pense qu'on va y arriver et les choses vont se clarifier progressivement. Est-ce que je parle justement des 4 définitions pour répondre à monsieur puis aussi pour clarifier ce terrain. Alors dans le livre, je me suis appuyé sur 4 définitions du bonheur qui sont dominantes, qui sont très utilisées. C'est l'évaluation positive de sa vie. Donc la question, c'est celle qui est actuellement la plus utilisée, c'est imaginez la meilleure vie possible pour vous, imaginez la pire vie possible pour vous, mettez un 10 à la première, un 0 à la seconde, où se situe votre vie actuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation positive de sa vie. C'est celle que vous verrez le plus notamment quand il y a des classements du bonheur le 20 mars de chaque année qui met par exemple la Finlande en avant. Ça, je pense qu'on reviendra sur les pays. Ensuite, on a la satisfaction à l'égard de sa vie. C'est une question légèrement différente qui dit, de manière générale, sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous satisfait de la vie que vous menez? Deuxième définition, deuxième mesure du bonheur. La troisième, c'est à quel point êtes-vous heureux de la vie que vous menez? Êtes-vous très heureux? Êtes-vous heureux? Pas très heureux? Très malheureux? Troisième définition, troisième mesure. La quatrième, c'est celle sur plutôt des émotions. Est-ce que hier ou le mois dernier, il y a différentes variantes, est-ce que tu as ressenti de la joie? Est-ce que tu as ressenti du plaisir? Est-ce que tu as ressenti affect positif? Est-ce que tu as ressenti de la tristesse? Est-ce que tu as ressenti de la colère? Et là, à partir de ça, on ajoute les affects positifs, on soustrait les affects négatifs et on a une mesure. Donc ça, c'est 4 mesures vraiment différentes du bonheur actuellement. Et pourquoi j'ai pris ces 4? Parce qu'il y en a il y a des centaines de mesures du bonheur. En fait, il y en a même des milliers. J'ai pu répertorier dans le cadre de ce travail plus de 1500 mesures différentes du bonheur dans les travaux scientifiques. Et donc, voilà, j'ai pris ces 4 là parce que c'était 4 qui étaient différents et 4 qui étaient en tout cas bien établis pour mesurer le bonheur, pour lequel on avait beaucoup de données. Mais tu le dis, il y a beaucoup de ces mesures, il y a beaucoup de travaux scientifiques, notamment en sociologie, qui s'y intéressent, mais pourquoi s'intéresser à ces questions et pourquoi tenter de mesurer le bonheur? Je pense qu'on revient à ce qui est dit, c'est vrai que s'il y a autant de mesures, c'est que c'est un concept qui est peut-être difficile à cerner. Alors, quel est l'intérêt ici sociologique et plus large au niveau de la société d'essayer de mesurer quantitativement quelque chose qui peut-être par essence n'est pas quantitatif? Alors, déjà, il y a eu l'appétence pour mesurer le bonheur, elle a suivi l'appétence des personnes, des individus pour le bonheur. C'est-à-dire que si on regarde au début du XXe siècle, l'idéal de bonne vie, il mène pas du tout au bonheur encore. On parle d'autre chose. On parle d'une vie. Il faut être un bon citoyen. Il faut être un bon mari, une façon de définir la bonne vie très extérieure, très extériorisée. Et au fil du XXe siècle, on va vers des conceptions de la bonne vie de plus en plus portées vers le sentiment, vers l'individu, et donc de plus en plus proche des émotions. Il y a là-dessus une étude très intéressante qui a été faite en Suisse, qui regarde la façon dont les personnes se présentent dans les petites annonces pour rencontrer quelqu'un. Et ils ont pris, donc c'est 2 journaux, il y a 2 journaux zurichois, je crois,
Et il regarde la façon dont, comment on se présente quand on veut trouver quelqu'un. Eh bien, au début du siècle, on est plutôt sur, je suis quelqu'un de solide, de sérieux, des choses très ancrées qu'on pourrait presque voir de l'extérieur. Et au fil du siècle, il montre qu'on est de plus en plus vers des conceptions plus proches de l'intime, du sentiment. Donc là, il y a un... C'est-à-dire, tu as un exemple Je peux même montrer, j'ai plus qu'un exemple, j'ai des schémas. C'est celui-ci, qui est dans le livre, page 39. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous verrez d'ici, mais vous voyez deux graphiques. Il y a un graphique avec des valeurs dites extérieures, donc c'est celle que je disais plutôt proche je vais vous les lire directement après, plutôt proche de l'externe. Et après, on va de plus en plus vers, je pourrais peut-être faire passer le livre aussi rapidement, plutôt proche de l'intime. Alors en haut à gauche, donc au début du siècle, on parle plutôt de honnête, sincère, conciliant, modéré, solide, sérieux, efficace, habile. Et vers la fin, donc les idéaux qui commencent à plutôt être de plus en plus mis en avant, on a indépendant, tolérant, ouvert, sensible, romantique, sensuel, actif. Voilà, ça c'est en tout cas et ça c'est vraiment mesuré dans le sens où c'est les mots qui revenaient le plus souvent dans les petites annonces. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que la mesure du bonheur, elle ne s'est pas faite dans un labo juste parce qu'il fallait mesurer le bonheur. C'est qu'il y avait une demande de la société de plus en plus pour comprendre de quoi il était fait. Donc ça suit, la science suit, parce qu'on parlait de science avant, la science suit une demande de société pour arriver à dire oui, ok, le bonheur, mais du coup, qu'est-ce que c'est? De quoi il est composé? Donc il y avait, finalement, la science là-dessus a vraiment suivi ce que les gens demandaient à comprendre. Et donc il fallait disséquer, et donc le mesurer était un bon moyen de comprendre de quoi il était fait. Même si on peut tout à fait se dire, c'est pas le seul, il y a d'autres façons de l'approcher. Je fais juste, si j'ai pas besoin dans l'instant du livre, je vous le redemanderai sinon, je vous fais juste passer pour que vous puissiez voir les graphiques au besoin. Voilà, et de toute façon, on va aussi continuer à clarifier toutes ces questions autour du bonheur. Ça va venir au fur et à mesure, notamment avec les différentes études et les différentes définitions qu'on va pouvoir aborder. Mais en tout cas, dans ton livre, alors on a pour l'instant beaucoup parlé du bonheur et de ses différentes, en tout cas, types de définitions en lien avec des études. Ce que tu fais dans ton livre, c'est mettre en effet en relation le bonheur et l'environnement. Et tu montres qu'il y a une certaine tension entre des conceptions du bonheur et puis les impératifs, on peut dire dans une certaine mesure, les impératifs actuels d'environnement, d'écologie. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Donc, en effet, une des parties centrales du livre, c'est de regarder ces 4 conceptions, ces 4 mesures du bonheur, avec deux mesures d'empreinte environnementale. Donc, à quel point les pays, notamment, parce que c'est des analyses qui se font au niveau des pays, à quel point les pays impactent l'environnement. Donc j'ai pris 2 mesures qui sont l'empreinte carbone, donc vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc là, c'est à quel point les pays émettent des gaz à effet de serre. Et une empreinte écologique, dont vous avez aussi entendu parler. Là, on calcule la superficie qu'il faudrait pour répondre aux besoins, aux impératifs des différents pays. Vous en avez notamment entendu parler quand on parle du jour de dépassement. Vous savez, quand on dit un jour de dépassement, overshoot day en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si la Suisse a une empreinte de 2 fois ce qu'elle devrait par rapport à sa superficie, eh bien, le 30 juin, en fait, elle a atteint son seuil. Je dis 2, c'est pas innocent, parce que la plupart des pays occidentaux sont entre 2-3 fois leur superficie, finalement, il faudrait 2-3 fois leur surface pour répondre à leurs besoins. Et donc je mets en lien ces 4 conceptions du bonheur avec ces 2 conceptions, ces 2 mesures environnementales. On observe 2 choses principalement, c'est que tous les niveaux moyens de bonheur dans les pays sont toujours liés positivement aux mesures d'impact environnemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les pays, dans l'ensemble des pays, le niveau de bonheur moyen est associé à une empreinte environnementale supérieure. Donc, dit très simplement, plus on est heureux... Les pays les plus heureux polluent davantage. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que cette association, elle change énormément
en fonction des types de bonheur. Si je reprends mes 4 conceptions du bonheur, l'évaluation positive de sa vie, la satisfaction de vie, c'est des mesures qu'on appelle cognitives, parce que c'est des mesures qui demandent beaucoup à réfléchir à sa position finalement par rapport à d'autres. Et sont beaucoup plus liées à l'impact environnemental que les mesures dites émotionnelles ou plutôt liées à affectives, que sont le bonheur dans sa vie ou les émotions. Ça veut dire, dit autrement, ça veut dire que le lien est très fort quand on demande aux gens d'évaluer leur vie, le lien entre le bonheur et l'impact sur l'environnement. Et par contre, il est finalement très faible quand on demande aux gens à quel point ils sont heureux, à quel point ils ont des affects positifs. Si je reviens sur la tension dont tu parlais, la tension entre le bonheur et l'impact environnemental, elle est d'autant plus forte qu'on est sur des mesures mentales et qu'on peut arriver peut-être à une forme de réconciliation plus facilement entre le bonheur et l'empreinte environnementale quand on va sur des mesures affectives. Je peux revenir sur chacun de ces termes, mais c'est vraiment un des messages centraux du livre par le biais des analyses. Ouais, juste, je passe tout de suite le micro. Donc, c'est ta thèse principale, mais est-ce que concrètement, tu peux donner un exemple peut-être pour illustrer cette thèse et qu'elle soit en tout cas claire pour toutes et tous? Alors, pour ça, je pense qu'un moyen très simple de le faire, c'est de regarder les classements, parce que on fait des classements des pays les plus heureux. Donc, si je vous dis quel est le pays dont vous avez entendu parler qui est le plus heureux dans les médias? Bain des Paquis. Alors, c'est souvent les deux réponses. Ces deux réponses, vous couvrez assez bien. Donc, pays nordique et Bhoutan qui reviennent. Pas les Bains des Paquis. Le Bain des Paquis, on va revenir, c'est l'avenir par rapport à ça. Alors, le Bhoutan, on parle souvent du Bhoutan, pas comme pays le plus heureux, mais c'est comme un des premiers pays à avoir vraiment mis le bonheur au sein des politiques publiques, même si ce n'est pas le pays le plus heureux. Et en effet, les pays qui ressortent le plus dans les classements de bonheur actuels, c'est souvent les pays du Nord. Mais ça dépend vraiment du type de mesure que vous prenez. Là, si je peux reprendre le livre, parce que je vais justement m'appuyer sur un des tableaux. Alors, je vais pas lire les 10, vous pourrez le lire dans le livre, je vais juste dire le top 5, d'accord, dans chaque pays. Évaluation positive de sa vie. Donc, vous vous souvenez, c'était la mesure la plus cognitive. Donc, sur l'échelle, la pire vie, la meilleure vie. Donc, pays numéro 1, la Finlande. Pays numéro 2, le Danemark. Pays numéro 3, la Suisse. Pays numéro 4, l'Islande. Pays numéro 5, la Norvège. Vous voyez une certaine homogénéité dans les pays. Satisfaction à l'égard de sa vie. Donc là, on est toujours dans une mesure principalement mentale, comparative. On va revenir peut-être sur cet aspect comparatif. Là, on a le Danemark, Mexique, Colombie, Suisse et Finlande. Donc on a toujours des pays protestants, à dominante protestante européen, mais on commence à avoir d'autres pays. Le bonheur dans sa vie, donc à quel point es-tu heureux de la vie que tu mènes. Ouzbékistan, Qatar, Tanzanie, Malaisie, Islande. Voilà, on commence à changer totalement d'imaginaire. Et les affects positifs, Panama, Salvador, Sénégal, Honduras, Paraguay. Alors, au-delà des statistiques, là, je pense que ça montre de manière très claire, facile, qu'en fait, quand on passe d'un classement à l'autre, c'est pas du tout anodin. Ça met des types de pays, des représentations du bonheur qui n'ont absolument rien à voir. Et si on revient à l'impact environnemental, des impacts environnementaux qui ne sont pas du tout les mêmes. Puisque si on prend le Sénégal ou l'Islande, parce que c'est un des pays qui pollue le plus, c'est pas du tout les mêmes rapports à la planète. Donc le coût environnemental de ces bonheurs n'a rien à voir. Et on y reviendra dans quelques minutes, notamment en lien avec dans quelle mesure, au-delà des statistiques elles-mêmes, qu'est-ce que ça peut nous faire dire, comment est-ce qu'on peut utiliser ces statistiques? Je crois que madame avait une question. Oui,
J'ai une question par rapport au pays, en fait. Comment est-ce que vous avez réussi à isoler des définitions, sachant que le mot bonheur peut avoir une définition complètement différente, même si on la traduit en Chine, dans certains pays d'Afrique ou en Amérique latine. Il me semble que les échelles de bien-être, il n'y en a pas beaucoup qui soient vraiment internationalisées, entre guillemets. Donc voilà. Donc en gros, comment est-ce que vous avez réussi à finalement associer dans vos 4 définitions eh bien, les enquêtes que vous auriez pu trouver dans les différents pays pour pouvoir véritablement comparer les mêmes définitions en fonction des pays, parce que c'est pas du tout évident en fait voilà. Donc non, vous avez raison, c'est pas. Il pourrait y avoir de la confusion ouais. Ce qui est logique, hein, puisque on est dans des registres culturels très différents et on exprime le bonheur, qu'il soit personnel, émotionnel, etc., de manière très très différente, avec des langues différentes, et donc du coup la comparaison devient très compliquée. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que les données sur lesquelles je m'appuie, c'est des données d'enquête qui existent depuis des décennies. Et il y a eu des travaux des fois de vingtaine, trentaine d'années avant pour essayer de dire quel concept est compris à peu près pareil partout, des échelles qui sont validées, des échelles qui... Alors, on peut revenir sur on peut tout questionner, hein, mais c'est quand même les questions ont été faites en sorte ont été faites de la manière que chacun, en tout cas, puisse mettre à peu près la même chose derrière, ou en tout cas la comprendre de la même manière, parce que vous avez raison, on met pas la même chose, on met pas forcément la même chose derrière, mais en tout cas la comparabilité, en tout cas peut être faite sur les niveaux, pas sur ce qu'on met nécessairement derrière. Par exemple, je prends souvent cet exemple. C'est un peu comme les relations sociales. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous êtes satisfait de vos relations sociales? Je prends un autre type de question. Le niveau qu'on va mettre derrière peut être tout à fait différent de la façon dont on va assouvir nos besoins sociaux. Vous pouvez avoir un ami, vous pouvez avoir 10 amis, des centaines d'amis, vous voyez. Ce qu'on va mettre derrière, hein, c'est encore différent de la façon dont on s'évalue par rapport à cette propre échelle. En tout cas, les échelles sont maintenant comprises, vous voyez, dans les pays où les enquêtes ont été faites. On a, alors les enquêtes existent dans à peu près, si vous prenez le World Happiness Report qui existe, qui s'appuie sur les données Gallup, donc, que j'utilise ici, elles sont dans... je sais plus, 158 pays, donc il n'y a pas 100% des pays, mais on a quand même la grande partie. Ouais, allez-y. Il faut parler assez près du micro. Ouais. J'ai un petit peu mal avec de l'analyse et de cette analyse, enfin l'analyse de cette étude, c'est que en fait, on est tout de suite mené à comprendre et à réfléchir sur la perception des mots par les différentes nations. Enfin, la perception du mot satisfaction ou du bonheur, ça dépend du quoi? Ça dépend des différents standards dans chaque pays, non? Donc, en fait, comment on peut comparer la réponse d'une nation par rapport à une question qui est composée d'un mot qui est perçu complètement différemment dans un pays comparé à l'autre? Alors il y a beaucoup d'études en effet qui regardent, qui essaient de s'interroger sur les différences de réponses sur ces enquêtes. Moi j'ai publié aussi là-dessus. J'ai par exemple regardé la façon dont en Amérique latine, l'Amérique latine c'est toujours un bassin intéressant du point de vue des enquêtes sur le bonheur, parce que par rapport à tout ce qu'on pourrait, les facteurs socio-économiques, quand on essaie de comprendre les niveaux de bonheur, l'Amérique latine surperforme toujours par rapport à, en tout cas, ce qu'on pourrait s'attendre. Et donc, il y a un des facteurs qui a été dit, les gens ne répondent pas exactement pareil. Donc, c'est vrai qu'il y a on parle maintenant de quelques pourcents d'écart sur la façon dont on répond. Mais néanmoins, ce qu'on arrive à
si je reviens au déterminant du bonheur, ce qui m'intéresse ici, ça reste la grande partie en fait. On arrive à comprendre beaucoup plus et il y a en effet des parties qui nous échappent un petit peu sur ce que mettent les gens, derrière. Mais c'est maintenant une petite partie. Attends, je remets le micro. Ouais. J'ai une autre question aussi. Est-ce que vous considérez ces 4, si on peut les appeler des éléments, est-ce que les considérez comme des éléments indépendants ou liés? Parce que moi, j'ai un peu du mal à comprendre que ce soit des paramètres ou des invariants indépendants. Sur les 4 mesures du bonheur. Ils sont très intrigués. Ils sont liés. Oui. Ils sont liés, mais alors ce que je disais, c'est qu'il y en a 2 qui sont... Enfin, il y a vraiment, dans les 4, il y a 2 conceptions qui sont assez... il y a cette conception mentale qui mobilise la satisfaction de sa vie et l'évaluation de sa vie, qui sont les 2 conceptions les plus utilisées, les 2 mesures les plus utilisées. C'est un exercice très mental. Ça veut dire, ah oui, ma vie, où j'en suis par rapport à mes collègues, par rapport à mes voisins, par rapport à mes cousins. C'est vraiment un exercice où on se positionne dans l'espace social. Alors que les mesures affectives, le bonheur dans sa vie, la joie, etc., ça, on n'a pas besoin d'avoir plus de joie qu'un autre pour être heureux. Donc il y a des liens, vous avez raison, entre ces 4, mais il y a surtout des liens très forts entre la satisfaction de sa vie et l'évaluation de sa vie. Alors, pour ceux qui aiment les statistiques, c'est une corrélation de 0,8, je crois, donc c'est très fort. Et puis, entre le bonheur dans sa vie et les affects. Vous voyez ? Donc, on pourrait dire, ils sont tous liés, mais il y a quand même, on retrouve 2 conceptions assez marquées quand même, assez différentes. Mais Gaël, je vais volontairement prendre un peu le pli opposé de manière peut-être un peu provocatrice. En me disant, mais tout ça, c'est rien d'autre que de la masturbation intellectuelle de sociologue. À quoi, c'est volontaire, hein, à quoi est-ce que ça sert finalement toutes ces statistiques, à se dire, ah ben il y a cette statistique comme ci, il y a cette façon de considérer le bonheur. Est-ce que c'est pas non plus aussi pour nous, Suisses, de nous dire, ah ben on est en 3e position, puis les Français ils sont en 12e, on est mieux qu'en France, c'est génial. Ils sont 20e. Ou 120e, j'ai pas les chiffres en tête. Voilà, et je pense que là, c'est aussi une façon de retourner peut-être un peu plus en direction de tes thèses. Ouais. À quoi bon toutes ces stats? À quoi bon de réfléchir à tout ça? À quoi ça peut nous servir au niveau de la société? Alors en effet, pour ne pas rester au niveau de la masturbation intellectuelle et pour essayer d'avoir des écrits qui soient utiles, la raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que la conception dominante du bonheur actuellement est celle qui est le plus liée à l'impact environnemental. Ça, c'est vraiment la motivation derrière le livre. Alors que, on le voit, il y a quand même des récits qui permettent, des conceptions du bonheur, des mesures du bonheur, qui permettent presque d'arriver à les mettre ensemble. Mais ce n'est pas la mesure du bonheur actuel qui est, je vais le répéter, je le répéterai encore, cette évaluation positive de sa vie, qui est très mentale, qui est très comparative, la pire vie, la meilleure vie possible où vous êtes actuellement. Parce que ça veut dire quoi, la pire vie, la meilleure vie possible? Selon qui? Ça, c'est très normatif, c'est très véhiculé par nos sociétés, par les médias, on parlait du marketing. Alors que les affects sont beaucoup plus absolus, finalement. On peut ressentir de la joie sans que notre vie soit exactement ce que la société attend de nous, vous voyez. Donc c'était le but premier, il est vraiment de se dire, actuellement, il y a un problème avec la définition principale du bonheur. Il y a un problème avec la définition parce qu'elle est éco-incompatible. Elle est éco-incompatible. C'est-à-dire, si on continue avec celle-là, ça ne marchera pas. Et ça ne va pas marcher. Donc moi, si je peux, avec ma petite casquette de chercheur, décaler le regard en montrant, bah oui, il n'y a pas il y a des bonheurs, ça, tout le monde le sait dans nos études, mais par contre, ce qui n'était pas sûr vraiment avant ce livre, c'est qu'elles n'ont pas toutes le même poids par rapport à l'environnement. Donc moi, si je peux dire, ou si on veut m'écouter, hein, parce que les dirigeants, les grandes institutions ne sont pas obligés de m'écouter, mais si je peux dire, écoutez, on peut aller vers à continuer à mesurer le bonheur, continuer à le garder, parce que c'est une préoccupation qu'on a toutes et tous, mais aller vers une autre préoccupation qui paraît de plus en plus centrale. Hein. On est quand même actuellement encore Los Angeles en train de brûler. Donc, se dire comment est-ce qu'on peut avoir un bonheur qui se fait pas au détriment des autres, au détriment des prochains, au détriment de la planète. C'est ça réellement
c'est pas de la... Ou si ça, c'est de la masturbation intellectuelle, là, je sais pas à quoi répondre. Non, je parlais là, principalement des études, mais c'était aussi pour te lancer un peu plus dans finalement l'utilité au-delà de l'étude elle-même qui regarde ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, c'est un derrière. Ça paraît aride de parler de... Pourquoi je parle d'indicateurs et pourquoi je fais des statistiques? Parce que c'est la façon, c'est le langage qui est compris dans les institutions qui actuellement portent cette vision du bonheur. Et donc, voilà, j'ai repris ce même langage parce que finalement, si j'avais fait un poème ou un essai beaucoup plus bas, c'est un autre langage qui n'est pas vu comme très sérieux dans ces instances. Donc voilà, j'ai fait ça avec ce langage qui est compris par ces institutions. Soyez là-bas et après je crois qu'il y a une question là-bas. Et puis aussi là-bas. Alors du coup, je n'ai pas lu votre ouvrage, hein, donc je ne sais pas si vous avez, dans la suite, puisqu'il y a un problème, hein, vous le montrez clairement dans votre étude de ce que vous nous dites, est-ce que vous avez fait des corrélations ensuite avec les modes économiques, les organisations sociales, les systèmes politiques? Et est-ce qu'il en ressort des exemples ou des singularités intéressantes par rapport à un système d'organisation sociale ou économique? Est-ce qu'il y a, évidemment, on a tous envie de dire que le modèle néolibéral capitaliste tel qu'il est, qui non seulement a une empreinte écologique et de carbone extrêmement importante, est responsable d'une forme de bonheur qui est caduque et que peut-être pas, on a envie de dire ça évidemment, mais est-ce que du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses en fait plus fines peut-être qui ressortent, qui sont intéressantes j'ai un peu sorti la chose parce qu'on est tous dans une lecture un peu néo-marxiste de notre système, etc. Donc du coup, forcément, on pense à ça, mais caricaturalement, mais pas complètement caricaturalement non plus. Mais du coup, voilà, je voulais voir si vous aviez ressorti des choses intéressantes avec d'autres corrélations de facteurs socio-économiques ou de systèmes politiques. Alors merci beaucoup. J'ai pas pris dans ce livre, en tout cas, la dimension... J'aurais pu prendre d'autres indicateurs sociaux. J'ai pris les indicateurs économiques, par contre, parce que, évidemment, alors en fait, quand vous regardez le premier classement, quand je vous disais le classement des pays qui ressortent de manière cognitive le plus haut, donc quand on disait il y avait la Suisse ou le Danemark, etc., on voit aussi que c'est des pays très riches. Donc, finalement, il y avait aussi cette dimension qui était importante à sortir. PIB, c'est pas les États-Unis les plus riches en PIB par tête, hein. Non. Sauf erreur, déjà, je pense que la Suisse est plus riche que en PIB par tête. La Suisse, mais il y a d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres pays qui sont... Non, c'est pas du tout les États-Unis. Par contre, alors, ce qui est intéressant, c'est en effet de se dire, hein, j'aime bien cette idée elle est importante, il me semble, de singularité. Pour se dire, est-ce qu'il y a des... Parce qu'en effet, c'est pas juste de dire, vous avez raison de prêcher un peu de manière caricaturale, dire, c'est pas juste une critique néo-marxiste du bonheur, c'est aussi de voir. Alors si je dois prendre un pays par exemple, on pourrait prendre le Costa Rica. Costa Rica, pays très heureux selon tous les indicateurs, alors pas toujours au top, mais très heureux selon tous les indicateurs. Empreinte environnementale vraiment faible, liens sociaux très forts, etc. Donc on pourrait... si on prend l'Amérique centrale ou le nord de l'Amérique latine, il y a vraiment, je trouve, des pays assez exemplaires. Après, la difficulté des singularités, c'est que précisément, ce sont des singularités. On ne peut pas exactement dire, on va appliquer ça partout, parce qu'il y a des facteurs géographiques, culturels, qui font que, voilà. Mais on peut voir que ce n'est pas incompatible, justement. Le bonheur n'est pas toujours incompatible. Il y a des pays qui arrivent à des niveaux de bonheur très élevés, avec des empreintes environnementales faibles. Donc, on n'est pas obligé de créer du bonheur avec de la consommation, avec de la comparaison. Ça, c'est vraiment, je pense, une hérésie. Et on voit même que dans nos pays riches, ça ne marche plus. Donc, c'est quand même en termes de système politique. Ouais, là, j'ai pas compris la question. Enfin, faut que vous précisiez, je pense, ou alors. Mais je vous repose voilà. Et puis, il y avait d'autres questions, je pense. Je crois qu'il y avait le micro est parti là-bas. Et puis c'est vrai que si vous arrivez à poser vos questions au micro, c'est facile à comprendre. Vous parliez tout à l'heure d'un boom des sciences du bonheur en
74. Je me demandais si vous aviez étudié un peu les corrélations avec le système capitaliste et la société de consommation, en fait, de se dire, je serai heureux le jour où j'aurai une maison, je serai heureux le jour où j'aurai cette voiture. Et j'imagine que ça participe à l'empreinte environnementale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle nouveau du bonheur qui est possible dans un cadre capitaliste où le capitalisme doit changer? Enfin, en tout cas, le modèle économique, sinon le coût environnemental ne cessera d'augmenter. Ouais. Merci beaucoup. Donc, en effet, depuis le début, en fait, même ces mesures même du bonheur, elles sont liées à une forme de consommation. Et en certaines mesures, plus que d'autres. Il y a eu beaucoup d'études qui ont regardé finalement les déterminants, qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux. Et on voit par exemple, il y a une dimension matérialiste assez forte. Les propriétaires sont plus heureux que les locataires. Nous, on a fait une étude sur le coût de la voiture et le bonheur. Il sauf que le niveau de bonheur des seniors est fortement conditionné par la valeur de leur voiture. Enfin, juste pour vous montrer quand même. Et ça, c'est des enquêtes qu'on a fait au niveau européen. Donc, il y a encore une forte association même du matérialisme en fait sur le bonheur. Néanmoins, pour répondre à votre question, alors parce qu'il y a vraiment la question du système. Moi, je pourrais vous dire, je pense qu'on pourrait aller vers d'autres systèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très macro qui pourrait nous dire, voilà, on change complètement de système. Si je reste dans le système capitaliste, en tout cas, il y a quelque chose qui est en tout cas en train de changer peut-être, c'est le fait de se dire que forcément la consommation justement amène ce bonheur. Ça, je pense que ce discours, il est en train de changer. Il est affaibli par les jeunes générations qui le voient plus du tout comme évident. Et là, ça, c'est peut-être en tout cas un signe d'espoir par rapport à ça, de se dire non, mais c'est pas la voiture, c'est pas la voiture qui va te rendre heureux. Si c'est un discours qui a pu, en tout cas, être porté pendant des décennies, il est de moins en moins audible. Et donc comme le bonheur, je le disais, est normatif, quand la norme du bonheur matérialiste va s'essouffler, si elle s'essouffle, eh bien là, on pourra imaginer qu'il y a un peu d'autres modèles de bonheur qui émergent. Donc voilà. Pour essayer de répondre rapidement à une question très compliquée, je dirais idéalement changement d'un système. Si ce n'est pas possible, changement des normes, et je dirais qu'il est en cours. Mais forcément, quand on s'intéresse à l'environnement, on trouve que c'est trop long. C'est trop lent, parce que la planète brûle. Donc, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, un peu ces deux niveaux. Je pense qu'il y avait... Ouais, le micro tourne de l'autre côté. Désolé, merci pour ces allers-retours. Oups. Bonjour. Est-ce que l'on sait si le fait d'avoir des comportements pro-environnementaux ou anti-environnementaux conscientisés affecte le niveau de bonheur? Oui. Oui. Parle 2 secondes de ma propre expérience. J'ai des comportements pro-environnementaux depuis des années. Et au moment où je les ai, je me sens plus heureux. Oui. Et le fait de savoir que je contribue positivement à mon environnement et à l'environnement à l'autre bout de la planète... Oui. Me rend en tout cas mieux avec moi-même. Ouais, c'est pas dénué d'une certaine éco-anxiété avec un jeu intéressant entre les deux, mais voilà. Précisément, merci beaucoup pour la question. Alors c'est vrai qu'il y a un côté, je pense que tu as souligné, qui est ambivalent, c'est-à-dire que les personnes qui vont le plus agir pour l'environnement sont éco-conscientes et potentiellement éco-anxieuses, donc il peut y avoir un certain... mal-être par rapport à, en tout cas, fragilité par rapport à ça. Alors qu'au contraire, ceux, des fois, qui n'ont aucune conscience vont peut-être, à ce moment-là, avoir un niveau de bonheur plus élevé. Par contre, une fois qu'on a conscientisé ça, c'est prouvé que les comportements pro-environnementaux augmentent le bonheur. Et ça, que ce soit les petits, les grands gestes, etc., là-dessus, il y a beaucoup d'études qui le mettent en avant. Donc la question est compliquée, mais finalement la réponse là-dessus est assez simple. Quand c'est valorisé, c'est vrai, et on peut imaginer que ça le sera de plus en plus aussi, à partir du moment où si je peux...
absolument. 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 On rejoint ce côté normatif. Ouais. Exactement. Et la question suivante, c'est comment peut-on le normaliser? Je crois qu'il y a monsieur, puis après il y a madame. Pardon, je vous ai coupé. Bonjour, merci au Bain des Paquis pour l'événement. Merci de porter ce sujet-là et ce nexus qui, à mon avis, est éminemment important et d'avenir. Ça fait un paquet d'années que je travaille pour la planète et dans les questions de restauration d'écosystèmes, etc. Je suis convaincu qu'on a besoin de planter des arbres, d'efficacité énergétique, de mobilité douce, mais j'en suis venu, après quelques décennies au service de la planète, à me dire qu'effectivement, la clé est un shift intérieur, une transformation, une transition intérieure telle qu'on l'entend de plus en plus parler, telle que le GIEC, l'IPBES ou encore le Club de Rome en parle de plus en plus. Je crois qu'effectivement, c'est très personnel, j'ai pas fait toutes ces études que vous avez faites. Le bonheur consumériste, matérialiste nous fait tendre vers des lendemains qui ne chantent pas. Et je crois qu'on a éminemment besoin d'un bonheur plus local, social, naturel et spirituel. J'en discutais avec le fondateur du World Resource Institute, la plus grosse ONG environnementale au monde, qui est un jeune homme de 81 ans, qui a été aussi conseiller de 2 présidents des États-Unis d'Amérique, Gus Spetz, un gars vraiment admirable. Et il dit, j'ai pendant 30 ans cru que les principaux problèmes environnementaux étaient le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Et il ajoute, I was wrong, et j'avais tort. En fait, c'est vraiment notre cupidité, le consumérisme, etc. Et il ajoute, nous avons besoin d'une transformation spirituelle et culturelle. Et je ne sais pas si c'est des éléments que vous tutoyez dans votre livre, mais comment, et ça rejoint un petit peu la question de madame, comment faire essayer d'advenir ça, peut-être au niveau global des systèmes, mais aussi il y a quelque chose qui relève de l'intérieur, des nouveaux récits, et comment essayer de faire bouger les consciences alors que depuis bien des décennies, on est drogué à cette pulsion consumériste et qui nous rend sporadiquement heureux. Merci. Et puis là, je profite de rajouter, on revient aussi à ta distinction dont tu as parlé tout à l'heure entre le bonheur individuel et le bonheur collectif. Mm-hmm. Oui, alors merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que comme c'était un peu une forme de plaidoyer pour décaler le regard vers d'autres types de bonheur, je pense faire c'est un travail scientifique qui néanmoins, en fait, la conclusion est spirituelle, mais je vais pas en fait jusqu'à là dans le livre, simplement parce que, enfin, vous comprenez un peu le côté, si c'est un plaidoyer pour des institutions, pour décaler le regard, si la démarche elle est spirituelle, mais elle n'est pas explicitée spirituelle, si je peux le dire comme ça. Et en effet, je pense que ce que vous soulevez, c'est juste. C'est une révolution qui est portée jusqu'à nous. Quid de est-ce qu'on change soi-même ou le système? Alors là, c'est vrai, ça rejoint en effet la question précédente. On est déjà. Moi, j'ai pas en tout cas les manettes du système dans les mains, donc déjà avoir un changement en soi, et continuer par le biais des collectifs, à faire en sorte que parce que les collectifs sont puissants, par ce genre d'événement. D'ailleurs, merci au Bain des Paquis pour l'invitation, parce que c'est en conscientisant au niveau collectif qu'on justement on arrive à un récit qui dépasse le simple récit intérieur, si je peux le dire comme ça. Et donc, ce qu'on sait en sociologie, c'est quand même aussi les normes. Les normes peuvent changer très vite, et les normes changent très vite. Donc ça, c'est aussi tout à fait porteur d'espoir. Donc, je réponds sans y répondre, mais voilà, en tout cas, avec une touche d'espoir par rapport à ça. On y reviendra aussi, monsieur. Moi, je me pose une question, c'est par rapport au classement. Donc là, vous avez indiqué que le Bhoutan est en tête dans, je ne sais pas sous quels critères, mais Bhoutan, c'est un pays. Oui, non, mais c'est un pays qui est assez autoritaire, qui, au niveau économique, ils ont d'autres valeurs. Et comment expliquer que c'est pour ça que ça revient. Pour moi, je vois que c'est assez individuel, parce qu'il y a tellement de critères différents pour être heureux. Comment on peut expliquer on voit que la richesse ne fait pas le bonheur, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas riches qui sont plus heureux. Donc c'est assez confus. Comment on peut expliquer que tel pays se déclare heureux alors que
et qui sera placé avant un autre qui sera peut-être plus démocratique. Donc il y a des critères qui sont très variables. En effet. Et ils sont très variables en fonction du... donc le Bhoutan, on l'a cité parce qu'il était, quand j'ai posé la question sur quel pays était le plus heureux, donc il y a le Bhoutan et les pays du Nord qui sont ressortis. Le Bhoutan n'est pas dans les pays les plus heureux. Et en effet, si on creusait l'histoire du Bhoutan, les politiques même du bonheur qui ont été poussées au Bhoutan, c'était un peu en réaction à des problèmes sociaux très forts qu'il y a eu, problèmes sociaux et politiques très forts qu'il y a eu au Bhoutan. Donc ça, c'est un peu... que même cette histoire n'était pas si angélique qu'elle est souvent poussée. Par rapport aux déterminants, ça dépend vraiment, encore une fois, de quel... si vous prenez les définitions dominantes actuelles, eh bien, ça reste que les pays les plus riches sont quand même en haut, les pays démocratiques sont en haut, et que un des problèmes, quand on va, si je peux le dire comme ça, sur les définitions plus affectives, c'est que c'est moins facile pour les dirigeants de pousser. Alors, c'est assez facile quand je prends... je dis, bon, ben voilà, les pays les plus heureux, c'est Finlande, Danemark, Suisse, Islande, Norvège. Du point de vue des dirigeants, c'est assez facile de se dire, bon, ben voilà, il faut continuer à pousser la richesse, il faut essayer de contenir les inégalités, inégalités de genre, etc. Voilà, c'est assez activable. Quand je vous donne un classement, quand je vous dis les pays les plus heureux, c'est Panama, Salvador, Sénégal, Honduras, Paraguay. Pour le dirigeant, c'est aussi là où il faut se mettre aussi à leur place. C'est moins facilement actionnable, en tout cas, de se dire, du coup, qu'est-ce que je fais pour le bonheur. Donc c'est aussi, je pense qu'il y a un certain côté pratique, c'est-à-dire que la définition dominante du bonheur actuel, elle n'était pas si différente de l'idée de la consommation. Donc, pour le dire simplement, les déterminants du bonheur, ils changent quand même fortement en fonction des quatre définitions du bonheur qu'il y a dans le livre. Ouais, alors je vous remets le micro. Oui, voilà. Quand vous avez commencé, je me suis dit, il va nous énerver, Elon Musk. Oui, vous ne devez pas être les meilleurs amis du monde. Dans le bon sens du terme, hein, n'est-ce pas? C'est très intéressant ce dont vous parlez, votre étude, parce que voilà, vous parlez, je rebondis sur la question de monsieur, Costa Rica et puis les pays qui ont accès au pétrole, voilà, qui ont directement accès au pétrole ou de seconde source. Question très simple. Est-ce que le pétrole finalement remplace le côté grégaire? Est-ce que le pétrole remplace les amis? C'est-à-dire qu'on s'estime heureux ou en plus petite communauté, avec des schémas plus individualistes, mais avec accès au pétrole et des ressources qu'on sait. Ou alors, est-ce qu'on vit en situation grégaire avec une communauté, etc. Est-ce que du coup, l'un équivaut l'autre? Si on n'a pas d'amis, on a du pétrole, on est bien. Si on n'a pas de pétrole, on a une communauté, on est bien aussi. Et est-ce qu'il faudrait s'intéresser, mettre un peu plus d'argent dans la recherche des communautés, un peu à la Gibson and Grams, pour tout ce qui est Costa Rica, Panama, les pays que vous avez cités? Et du coup, ça me renvoie à vos premières phrases, c'est-à-dire qu'il y a un aspect politique très très fort. Est-ce que, en sachant que les États à l'heure actuelle ne jouent plus leur rôle de relais des droits universels, est-ce qu'il faudrait réguler davantage, notamment l'accès à l'image, etc., avec les risques de déviance qu'on a connus par le passé? Qu'est-ce que politiquement, selon vous, on peut faire au niveau ou régionaliste, étatique? C'est difficile, les États n'ont plus trop leur place. Qu'est-ce qui est possible selon vous? Pardon, c'était une question à rallonge. Ouais. Alors, pour me détacher de l'étiquette de néo-marxiste qui m'a été collée précédemment, je plaisantais. D'accord, non, c'était... J'ai le droit de me défendre aussi. Non, simplement, c'est qu'il y a le bonheur est fait de deux choses de manière assez schématique. C'est l'assouvissement des besoins et l'assouvissement des envies. Je vais répondre à votre question. Je ne suis pas en train de dire, par rapport à... Vous faites une dichotomie très forte entre une société qui serait très consumériste, qui consommerait beaucoup, et puis une communauté peut-être un peu détachée. Vous avez fait exprès un peu de faire ces deux idéotypes. Ouais, tout à fait, mais c'est utile. C'est utile.
Oui. Donc, c'est pas juste, on peut se dire, on va avoir des liens sociaux au-delà de, je sais pas, tout confort ou tout progrès technique qui nous a aussi apporté un certain bien-être. Donc, ce confort peut répondre à certains besoins de base. Le problème, c'est dans l'assouvissement des envies. C'est quoi l'assouvissement des envies? Donc les besoins, c'est plutôt lié au corps, c'est plutôt absolu, et les envies sont plutôt relatives et véhiculées par, donc socio-culturellement situées, véhiculées par les récits dominants. Le problème actuellement, c'est que les envies, elles sont assouvies sur le terrain de la consommation, et donc elles se font à un coût très élevé. Pour aller un peu entre les deux idéotypes ou les deux schémas, les deux caricatures que vous prenez, je pense qu'on pourrait très bien aller sur des remettre le social plus au cœur, parce que finalement la consommation et la comparaison nous éloignent, parce que si on se compare, c'est l'un contre l'autre. Et c'est le problème des bonheurs des définitions les plus cognitives du bonheur, c'est que si je dis à quel point tu es satisfait de ta vie, ouais, mais toi, t'es mieux que moi, donc moi, je suis un peu moins heureux. Et c'est le problème de ces définitions-là. Alors que quand on va sur de l'affect, la joie, elle se partage. La joie, il y a vraiment des possibilités de co-construire ce bonheur. Si on va, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue politique? Je sais pas, on pourrait. C'est pas ma force première de travailler pour directement les politiques publiques, mais taxer la consommation non directement, la consommation ostentatoire, parce qu'il y a plein de, je sais pas, on pourrait se dire, est-ce qu'on a besoin d'écraser ses voisins avec un Q9 pour montrer qu'on est, parce que la comparaison se fait aussi sur le parking, vous voyez, je pense que il y aurait assez facilement des choses à faire là-dessus, sur revenir finalement, c'est quoi nos besoins de base? Nos besoins de base, c'est pas de montrer qu'on est meilleur que les autres, c'est de passer du temps ensemble, c'est un accès à la nature. Et il n'y a rien de naïf quand je dis ça, c'est réel. Le bonheur, il est assez simple finalement. Et je trouve qu'on est plutôt en train de, par nos récits dominants, de s'en éloigner un peu. Enfin, vous voyez, ou de le rendre très compliqué, parce que du coup, comme il se fait par le biais des comparaisons, on doit toujours bosser pour gagner, pour consommer, pour dire où est-ce qu'on est parti en vacances. Ah, toi, t'es parti. Moi, j'ai fait le Panama, tu vois, cet été, j'ai fait le Panama. Donc, toi, t'es allé là, et ouais. Ah, t'as été en Italie, ouais, moi, j'ai fait Costa Rica. Donc, ça se fait aussi par le biais pas mal de la. Et ça, je pense que ça pourrait être taxé, tout simplement. Et ah oui, ouais. Instagram, etc., en sachant que là, même Mark Zuckerberg ne profite pas de l'empreinte qu'il donne. Ah bah ça, Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à saisir à ce niveau-là? Ouais, je pense, ouais. Je pense que... Parce que quand on questionne notamment le bonheur des... Je sais pas, je me tourne vers vous, les 20 ans peut-être, là-bas à peu près. On n'est pas trop loin. Mais ça se fait quand même beaucoup par le biais les comparaisons sont très fortes et elles sont dures, parce que on partage rarement, je sais pas, le moment où on corrigeait des copies. Je pense à mon quotidien sur Instagram. On va partager des photos au moment où on fait le Costa Rica. Donc vous voyez, et donc il se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que je pense beaucoup de choses pas très constructif du point de vue du bonheur collectif. Donc je pense qu'on peut tout à fait réguler par rapport à ça. Oui, je vais passer la parole. Je sais qu'il y a monsieur qui attend juste une mini réaction. Après, je vous passe la parole, c'est promis. C'est vrai que toutes ces études que tu as mentionnées, ces différentes définitions du bonheur, là où c'est intéressant, c'est qu'elles mettent le doigt sur le fait qu'en effet, le bonheur qui est considéré, en tout cas dans certaines sociétés, comme ce bonheur individuel, dans la comparaison, je suis meilleur que toi parce que j'ai une voiture plus grosse que la tienne, etc. C'est un bonheur qui n'est pas compatible avec un bien-être environnemental, un bien-être de notre planète et de notre société. Mmh. Après, c'est vrai qu'on arrive à cette question, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a une sacrée aussi inertie en face. On parlait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est principalement se comparer aux autres, même si c'est pas, en tout cas, à la base, en théorie, c'est pas ça, mais on va se mettre en avant une vie idéalisée pour dire, regardez, moi, je suis sur ma liste du bonheur, je suis à 10, c'est un peu ce qu'on dit, hein. Ouais, et toi, t'es certainement en dessous. Ouais. Et puis forcément qu'à force de se comparer, on a toujours tendance, et on voit aussi
les conséquences négatives que ça a, notamment avec l'étude de Facebook qui le démontrait qu'à force de se comparer, notamment surtout les femmes, jeunes femmes, ça a des conséquences très négatives sur leur santé mentale. Il y a ça. On a été aussi bercé depuis des dizaines d'années à la consommation en nous disant achète-toi le dernier four ou la dernière voiture, tu seras plus contente. Donc, on lutte contre des sacrées forces qui sont en place et qui nous amènent au contraire dans ce bonheur individualiste et pas le bonheur collectif. Alors ouais, c'est juste, on lutte, mais moi je crois encore, alors là je reprends mon étiquette de néo-marxiste, mais je pense qu'il y a beaucoup de bonheur dans la lutte. Et que je pense que le fait de se dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut pour... c'est aussi quelque chose qui fait qu'on peut être heureux. Alors si on doit aller sur... moi il y a un point qui me semble central si on dit qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est un peu ta question. Par exemple pendant le Covid, j'avais lancé une initiative avec des amis sur le micro-voyage. Je trouve intéressant la question du... Il y a deux questions que je trouve particulièrement intéressantes, c'est je les ai un peu mentionnées déjà, c'est la voiture et le voyage. Pourquoi le voyage? Parce que le voyage c'est... On a besoin de découvrir, mais on n'a pas toujours besoin d'aller au Costa Rica. Ça, je pense et pour découvrir. Et je trouve qu'il y a un coût énorme qui se fait pour un gain au niveau comparatif, mais pas au niveau réellement découverte. Donc, ce qu'on avait fait, mais actuellement, la comparaison le lundi matin, quand vous revenez au travail, elle est encore très puissante. De dire, toi, tu as été là, ouais, moi, j'ai été là-bas. Et en fait, j'ai été plus loin que toi. Donc, c'est un peu... j'ai la plus grande voiture, mais il y avait aussi j'ai le plus grand voyage. J'ai le plus grand voyage. Et donc, je pense que on pourra changer quand le fait de dire, en fait, moi j'ai été à 30 km et j'ai fait quelque chose d'incroyable. Et on avait imaginé cette initiative du micro-voyage. C'est porter le même regard qu'on aurait quand on est au Costa Rica, pour encore reprendre cet exemple, mais en allant très proche. Prendre des photos, aller voir l'autre comme on irait voir un autre très loin, le documenter, le raconter. Et ça, ce serait déjà un énorme pas par rapport à oui, j'ai été là, j'ai fait ça. Non, j'ai été à 50 km, j'ai découvert ça. Pas j'ai fait ça, mais j'ai découvert ça. Et là, on passerait sur quelque chose de totalement différent en termes de... Je pense qu'on pourrait avoir... Ça serait encore plus qualitatif et l'impact en tout cas environnemental aurait plus rien à voir. Et ça me paraît pas être un changement de société encore radical. Enfin, c'est un changement dans nos comportements, dans ce qu'on valorise, mais c'est pas... Finalement, je vois pas tellement de vrai bonheur en parlant quand les gens me racontent leurs vacances où en fait j'ai l'impression qu'ils répètent ce que leur a dit leur cousin quand ils ont été là-bas en fait. Où je me dis mais ça peut être assez creux finalement ton histoire. Hein. Alors que beaucoup plus proche, on pourrait avoir des histoires plus pleines finalement. Et ça me paraît assez activable en tout cas, actionnable rapidement. Alors pardon, j'ai sauté l'ordre des prises de parole. Monsieur au fond. Oui, merci. On a beaucoup parlé de consommation, on a peu parlé de tempérance. Je suis en train de relire quelques œuvres de Plutarque. Il n'y a pas que Plutarque. Depuis l'Antiquité, on valorise beaucoup, on a beaucoup valorisé le fait d'être tempérant, de consommer raisonnablement, de faire les choses raisonnablement, dans la bonne mesure. Et encore maintenant, il y a des restes de cela. On valorise un ventre plat, une maîtrise de ses apports caloriques, une maîtrise de son budget, une maîtrise du budget de son état. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans la maîtrise et dans la pas trop de... Comment on arrive en même temps consommer, ça se passe à la rue du Rhône, hein, à 300 mètres d'ici, autant de diamants. C'est sale un diamant. Quand on sait comment c'est extrait, travaillé, commercialisé, c'est sale le diamant, l'or et toutes sortes d'autres métaux, de pierres, de ressources. Comment on arrive à vivre avec un tel esprit tempérant et à la fois... voilà, enfin, ouais. J'ai tout dit. Merci beaucoup. Alors là, moi c'est vrai que le côté sociologue me fait toujours remonter d'un niveau. Je me dis,
quand le fait de se dire bah, j'arrive avec mon énorme diamant, quand ça va plus être valorisé autant, mais plutôt justement finalement une forme de tempérance qui serait valorisée, bah là ça change un peu la façon dont l'individu se comporte. Si je reprends mon exemple, soit du voyage ou de la voiture, si j'arrive avec mon Q9 à côté de chez toi, et que tu me regardes non plus admiratif, mais un peu désolé pour moi, parce que mais pourquoi tu avais besoin d'une aussi grosse voiture, tu es tout seul, par exemple. Et ben ça va changer peut-être la façon dont les individus consomment, parce qu'ils vont se dire en fait, c'est même plus valorisé, c'est qu'en fait je suis un peu l'idiot du village avec mon énorme voiture, alors que j'en ai pas vraiment besoin. Ou alors de dire mais ok, au moment où je reviens le lundi matin, je te dis que je suis parti au Costa Rica, et tu vas me dire mais ça fait la 3e fois cette année, parce que je suis pas contre le voyage, hein, ni l'avion, hein. On peut le faire, mais il y a une tempérance, je pense, qui est intéressante. Et que tu me dises non plus, c'est cool, mais en fait, de dire, mais ça fait 3 fois que tu vas cette année, que tu trouves non plus ça cool, mais un peu. Bah, finalement, je vais me dire, ouais, mais en fait, je vais peut-être plutôt aller en Valais pendant les vacances prochaines ou plus proche. Et on est quand même vraiment des animaux sociaux, donc ce qu'on fait, c'est quand même très, très porté par ce qu'a fait non pas forcément la société, mais notre groupe social. Donc quand le groupe social va porter un autre discours sur cette extrême consommation que tu citais, la façon dont toi tu vas te comporter individuellement va changer, mécaniquement. Et influencé par les réseaux sociaux qui nous font croire que le bonheur est lié à la consommation. Il y a toujours la publicité, on est des consommateurs et on est ultra heureux si on arrive à acquérir, si on peut avoir tel objet, tel truc, et tout est basé sur ce système de consommation avant tout, d'être un bon consommateur. Ouais, d'où le besoin de contre-récits, de récits autres. Exactement, ouais. Il y a, juste avant que je te passe la parole, Jeff, au fond, puis après il y a Madame. C'est vrai que pour réagir, mini parenthèse là par rapport à Plutarque, c'est vrai que ça me fait aussi penser, t'en parles dans ton livre, notamment à Épicure, qui lui prônait justement la tempérance et la satisfaction dans des plaisirs simples ou trouver de la satisfaction à manger du pain et de l'eau. Et c'est vrai que là, il y a un glissement intéressant parce qu'aujourd'hui, un épicurien, c'est quelqu'un qui mange comme un cochon, qui boit comme un cochon, qui fait la fête comme un cochon, quelqu'un un bon vivant. Et voilà, je trouve que c'est ce glissement de comment on voit aujourd'hui cette... voilà, il y a eu une sacrée évolution, pas forcément vers le mieux. Oui, absolument. Je vais être un peu moins châtié que mon voisin de droite. Là, on parle de compétition de pays, de choses comme ça. Puis à l'heure de la mondialisation, on mange tous à peu près de la merde. On consomme beaucoup de merde. On est gouverné par des merdes. Et on a sûrement une notion plus ou moins commune d'un bonheur de merde. Et est-ce que justement la solution, je ne sais pas si vous la traitez dans votre bouquin, c'est justement de sortir de ces systèmes-là et d'aller voir justement dans des communautés comme, je ne sais pas, retirées au fin fond des Andes ou en Papouasie. Qu'est-ce que là, un système sans nos démocraties incroyables, où est-ce qu'on en est là de la définition du bonheur? Alors, je pense que c'est un peu une combinaison de la question d'ici et de la question de là-bas, mais avec un langage un peu plus fleuri. Pas du tout, non? Alors, mais néanmoins, elle est intéressante. C'est comme la question de la communauté versus une société de consommation absolue. Pour rester vraiment dans le domaine, j'ai parlé des micro-voyages, qui est une solution. J'ai parlé d'un décalage du regard. Moi, si on est vraiment sur des choses pratico-pratiques et pareil, concrètes, moi j'imagine qu'on pourrait maintenant... donc il y a Alain Touraine qui écrivait le livre La fin des sociétés. C'est un livre un peu dur, mais qui dit en fait ce qui fait société est un peu en train de s'effriter. Et qu'en fait, on peut se dire, la balance de l'histoire, elle a souvent été des communautés, sociétés de communautés. Je me demande si c'est... Alors, il y a évidemment quelque chose d'un peu tragique derrière, parce que ce qui nous tient, c'est la société, mais le pendant un peu plus positif, c'est de se dire, est-ce qu'on ne va pas revenir vers
on pourrait imaginer des communautés. Alors je parle pas de 1960 et d'aller élever ses chèvres dans le Larzac, mais de dire on va peut-être partager quelque chose, on va partager peut-être un espace, on va ralentir, on va mettre des choses en commun. Et par contre, c'est pas non plus, on peut néanmoins être connecté avec aussi une réflexion par rapport au digital, je pense qu'il est absolument nécessaire. Mais moi, c'est un des projets peut-être à l'avenir, c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est de se dire, voilà, je sais qu'il en existe de plus en plus, on les appelle les oasis. Il y a une documentaliste qui est en train de faire des reportages là-dessus en France. Elle a pris 40 oasis où en fait des gens ils créent des communautés. Alors c'est basé sur des désirs très différents. Il y en a qui disent moi j'ai pas tellement d'argent, donc le fait de mettre en collectif, ça me permet d'avoir accès à un plus grand espace. Il y en a qui disent moi j'ai envie de moins travailler, donc le fait d'avoir moins de besoins, ça me permet d'avoir plus de temps libre. Et je pense que ça c'est quand même un moyen de se dire finalement ça répond à des questions de bonheur qualitatif, ça répond à des questions d'impact, parce que quand on collectivise, on peut aussi avoir besoin d'avoir une empreinte qui est plus faible. Et puis répondre à je pense des besoins latents qui sont plus du tout assouvis dans une société trop portée sur sa trajectoire individuelle, fait d'être hyper stratégique, qui je pense est aussi très fatigant, parce qu'en fait, comme on est l'hyper individu, il doit tout le temps se réinventer. Il y a Alain Ehrenberg qui écrivait la fatigue d'être soi. Il y a un peu, quand on doit toujours être en train de se réindividuer, de se repenser, de se réactualiser pour être en plus un peu meilleur que les autres, c'est aussi fatigant. Alors que peut-être que ces communautés différentes, un petit peu différentes d'il y a quelques décennies, peut-être qu'elles portent aussi un message d'espoir, sans forcément que ce soit la fin des sociétés. Alors, 2 appels de micro sur ma gauche, 3 même. Alors oui, juste une remarque qui va un petit peu dans le sens des 2 dernières de votre intervention et puis de celle de monsieur. Est-ce qu'on pourrait faire l'hypothèse par rapport à aussi les pays que vous avez mentionnés dans les 2 catégories, que ce soit d'un côté l'affect et de l'autre comment on positive comment on positive sa vie, comment on se met en... Est-ce que dans les modèles des différents pays, ça peut être la Finlande ou le Sénégal, je ne connais pas du tout le modèle, l'organisation politico-économique, est-ce qu'on pourrait faire l'hypothèse que des pays avec plus ou moins un État-providence ou avec des investissements dans du capital social de liens un peu plus importants, finalement, peuvent cumuler à la fois d'un côté du bonheur affectif ou de l'autre côté du bonheur en termes de se sentir plus positif. C'est-à-dire parce que je pense que les Américains, je ne sais pas, peut-être que les Américains sont très bas dans vos statistiques et ils ont complètement laissé de côté le capital social, par exemple. Et est-ce qu'on pourrait faire l'autre hypothèse que, certes, d'un côté, l'État-providence, sans aller dans un extrême non plus, mais qui investit dans du capital social, mais que ce capital social peut être aussi investi par le secteur privé, par des entreprises, etc., pourrait éventuellement, là je lance des hypothèses, je ne sais pas du tout si vos chiffres, si on commence à rentrer un petit peu dans les systèmes de ces 5 pays un peu qui cumulent des points assez positifs dans les 2 catégories de bonheur, on pourrait se poser cette question-là. Et juste je vous laisse... continuer après, mais juste une remarque. Au final, je me dis, finalement, on en est encore, nous tous, pays membres de pays occidentaux, à rechercher la question du bonheur, alors que nous polluons de manière assez... Et donc, j'avoue que je suis un peu... je fais partie je ne suis pas anxieuse, mais je fais partie de ces personnes qui... à court terme, ne voit pas de solution d'un point de vue environnemental, même si, heureusement, vous avez su vous apporter votre brin de contribution en nous disant nous sommes vraiment dans l'erreur d'un point de vue environnemental, dans la manière dont nous concevons le bonheur, et je partage complètement cette réflexion-là. Mais j'avoue que je ne vois pas du tout
comment on peut répondre à cette question-là d'un point de vue environnemental, puisqu'on en est encore, vu qu'on est tous malheureux, à essayer de se poser la question de comment est-ce qu'on fait plus de capital social qui peut éventuellement amener à plus de liens, qui peut éventuellement amener à des modèles comme vous les proposez, comme de communautés qui reprennent un petit peu cette idée de la déterritorialisation, hein, qui a été une réflexion qui a été menée à un moment donné, hein, de comment est-ce qu'on... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ça, mais de ces groupements de différentes communautés, hein, ça fait une 60aine d'années qu'on parle de ce type de modèle, qui est très intéressant, qui est un changement de récit, qui est un changement de beaucoup de choses, mais au final, on en est toujours... Essayez de faire assez court, parce que comme ça laisse... C'est impossible pour moi de faire court, mais bon, je suis désolé, bon, il nous reste juste quelques minutes, je crois qu'il y a encore 2 personnes qui souhaitent après poser des questions, je suis désolé de vous couper, mais voilà, on est surtout là, voilà, pour... désolé de... Je fais quoi? Je réponds, je prends d'autres... Je sais pas, comme tu veux. Je peux répondre. Alors, sur la deuxième partie, je pense que j'ai essayé d'amener des pistes de solutions. Alors, est-ce que ce sera fait ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, des pistes d'espoir. Sur la première partie, vous avez raison, hein, l'État-providence, c'est quand même un des moyens de pouvoir répondre à ces questions environnementales, sociales, économiques. Et c'est vrai que quand on regarde... moi, j'avais étudié par exemple le bonheur en Finlande, ça reste l'État-providence, un des États-providence les plus développés. Je pense d'ailleurs que... en faisant une comparaison de, par exemple, si on regardait si on faisait une comparaison Suisse-Finlande, alors il y a plein de différences, mais pourquoi peut-être la Finlande est quand même significativement plus haut que la Suisse? Ça pourrait être par un meilleur État-providence, sur plus universel, qui couvrirait moins cher sur certains points, et puis moins de matérialisme. Je pense qu'avec ces 2 points, parce que le matérialisme, on sait, péjore le niveau de bonheur moyen. Donc je pense qu'avec ces 2, et ça c'est par les enquêtes, j'ai ces valeurs-là, je pense que si ces 2 points, s'il y avait 2 leviers pour augmenter le bonheur suisse, qui est un des premiers livres qui a été écrit dans les années 60, le bonheur suisse, par Boltanski, ça serait en tout cas un moyen d'aller plus haut là-dessus. Mais oui à l'État-providence. Et oui au capital social. Alors, si ça va, on va prendre les 2 dernières questions, et puis après, on va malheureusement devoir terminer. Ouais. Alors, moi, je voudrais savoir s'il y a des études qui ont été faites qui montrent que la perception du bonheur d'un peuple a été manipulée, changée par une volonté politique, par des pouvoirs politiques. Et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire et c'est correct? Ça peut être une solution. Et si c'est le cas, est-elle correcte? Merci. Alors, j'ai pas connaissance de manipulation à un niveau politique du niveau de bonheur qui serait de dire on va utiliser... Si, en fait, si, il y en a. En fait, je dis des bêtises. Il y a une étude qui est sortie qui faisait un classement du bonheur alternatif en Corée du Nord. Donc la Corée du Nord était première, la Chine était deuxième et les États-Unis étaient derniers. Voilà. Ça, c'est un peu pour montrer que si des fois le bonheur étant quand même dans ces régimes-là, quelque chose de recherché, eh bien là, ça a été manipulé sciemment. Donc, manipulé au niveau des classements. Mais après, je crois que la question de la perception, j'ai pas là-dessus de connaissances par rapport à une manipulation de la perception du bonheur. Ça semble être une solution, non? On est en train de dire qu'il faut changer la perception du bonheur pour aller vers une vie plus Donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait manipuler les masses, entre guillemets, voilà, une espèce de manipulation générale pour changer cette conception du bonheur. Est-ce que ce serait étique de le faire? Moi, je pense que vous avez la réponse un peu dans la question. Non, je sais pas. Ça paraît un peu fort, mais moi je pense qu'on a parlé quand même de levier politique plutôt plus doux, tel que la taxation ou autre chose. Ouais. Au final, on est en train de dire... non, mais quelque part, alors manipulation est fort, mais on a besoin de levier. On a besoin qu'à un moment, ces micro-récits qui peuvent devenir des méso-récits, méso c'est la communauté, deviennent des macro-récits, donc au niveau des pays, et donc on a besoin
on a besoin d'alliés normes, politiques. Donc, des si normes. vous dites ça, c'est une manipulation. Est-ce que vous trouvez que c'est éthique? On a besoin d'alliances. Bah, ça dépend à quel niveau, donc comment vous allez le faire en fait, à quel niveau. Enfin, je sais pas. La question est large, mais. Alors, et puis ça dépend comment. Ça dépend comment. Vous voyez un peu. Ça. Il va falloir en recommander un sur Amazon, dis donc. Je plaisante. Non, mais du coup, je rebondis sur ce que vous disiez, puis je vais transformer, je ne sais plus une question, le bouquin que j'ai le plus offert cette année, et j'ai vu que c'était aussi bien pour les ados, etc., parce que ça redonne un contrôle à sa vie, c'est Un monde sans fin de Jean Covici, où il explique que voilà, tout est une question de choix. Épicure, alors je vous rejoins totalement sur l'idée de communauté, élever des chèvres en Appenzell, franchement, c'est la vie, on est d'accord, c'est là qu'on est bien. Maintenant, c'est vrai que même Épicure, il n'avait pas une dette publique et puis il n'avait pas des retraites à payer. Donc voilà, c'est vraiment ce bouquin-là, si vous n'êtes pas... Exactement, voilà, tout à fait. Et puis voilà, donc même pour les retraites, qu'est-ce qu'on fait? On fait du transgénérationnel, égale croissance, égale pétrole. On fait de la capitalisation, égale stock market, égale pétrole. Et voilà, et je trouve que voilà, je vous conseille ce bouquin si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire. C'est Un monde sans fin de Jean Covici. Il en écrit plein, il a plein de petits bouquins sur comment nous, à notre petit niveau, changer les mentalités, etc. Et voilà, c'était une très bonne question. Voilà, juste avant de... Merci. J'aurais dû couper le micro. Avant de terminer, alors c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder voilà, dans ton livre, mais c'est une invitation à le parcourir individuellement, pour un bonheur peut-être plus individuel qui va déboucher sur un bonheur éventuellement collectif, on l'espère. On a pris l'habitude ici dans ces rencontres de Philo Aubin de terminer avec la dernière question qui a souvent pas grand-chose à voir avec la choucroute, avec le sujet du jour. Pour toi, c'est quoi les bas les paquis? Une question plus nombriliste. Par là, si près du micro. Alors, moi, je suis pas genevois. Hein, je suis breton d'origine, donc j'ai vu en arrivant ici. Vous étiez sûr? J'ai vu ici donc en arrivant. Venez déguster ici des huîtres et de la fondue. Donc je vais dire un petit écrin de Bretagne à Genève. C'est vrai, ils ont la fondue Il y a marqué huîtres et fondue. Donc non, fondue la Suisse. Justement. Et huîtres la Bretagne, voilà. Ok, donc c'est ce que ça t'a rappelé la Bretagne. Voilà. Magnifique. Un grand merci Gaël pour ta présence ici parmi nous. Merci de l'invitation.